Madame Rome va me revenir la tâche de vous présenter. C'est pas facile du tout. Tellement votre parcours est dense, riche, varié, brillant. Alors, je vais commencer peut-être par ce pourquoi on ne vous a pas invité aujourd'hui. Mais je voudrais insister quand même parce que c'est un élément de votre parcours qui est important et finalement qui a quand même un petit rapport avec ce que vous allez nous dire. Je veux dire par là que vous êtes autrice. Vous avez écrit des livres et qui témoignent d'ailleurs de votre engagement pour la défense de la cause des femmes et vous vous êtes attaché notamment sur deux personnages que moi j'aime bien parce que je suis historien, très amateur, mais historien quand même, et surtout l'époque qui intéresse les personnages que vous avez, sur lesquels vous vous êtes attaché. Alors Louise Michel, hein, j'ai vu que vous étiez intéressé à Louise Michel, la Vierge Rouge, cette personne quand même emblématique de son époque. Et vous savez qu'elle est passée à La Rochelle, Louise Michel, lorsqu'elle a été condamnée en répression par les tribunaux versaillais après la répression des communards et qui était condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Elle est passée par La Rochelle, ensuite Rochefort et elle est partie pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis vous êtes aussi intéressé à un autre personnage à peu près de la même époque qui est Caroline Rémy, plus connue sous le nom de Séverine, et qui était une journaliste féministe très engagée, libertaire, mais aussi une femme libre, et qui s'était engagée notamment dans la défense du capitaine Dreyfus. Et à l'époque, il fallait beaucoup de courage parce que c'était beaucoup plus confortable d'être de l'autre côté. Et puis, vous avez évidemment écrit d'autres livres qui sont un peu le retour d'expérience que vous avez vécu, notamment Jeune magistrat à Lyon, plutôt dans le domaine pénal, puisque vous avez écrit ce livre qui est un petit peu le bilan de ce parcours pénal à Lyon. Êtes-vous naïve, madame? Vous êtes naïve, madame le juge. Et puis, un autre bouquin, parce que vous vous êtes aussi investi dans la cause des femmes détenues, c'était Immersion dans la prison des femmes. C'était un regard sur les femmes détenues, je crois que c'est la prison de Versailles, voilà, la prison des femmes de Versailles. Puis vous avez écrit un autre livre qui est aussi le résultat parce que vous avez beaucoup investi aussi dans le milieu des jeunes, de la réinsertion des jeunes des quartiers, et vous avez écrit un bouquin qui récapitule un petit peu cette expérience dans une ville de l'Oise, à Creil. Vous avez écrit ce livre « Plaidoyer pour un droit à l'espoir ». On en parlera de ce droit à l'espoir et on verra si c'était soit prématuré, soit au contraire encourageant après tout ce que vous avez fait pour la défense des femmes qui subissent des violences. Et puis évidemment, il y a eu, c'est pour ça que je disais que c'est quand même en rapport votre qualité d'autrice avec votre intervention d'aujourd'hui, il y a évidemment les livres que vous avez écrits, dont le plus célèbre, on va dire peut-être, le plus important, Liberté, Égalité, Survie. Et puis le dernier qui est sorti cette année, je crois, L'emprise et les violences au sein du couple, qui était préfacé par le garde des Sceaux. On va y venir, parce que c'est pas un salon du livre ici, hein, donc c'est pas en votre qualité d'autrice qu'on vous a invité, mais en votre qualité de magistrat, brillante au parcours assez étincelant. Je vais rapidement, je ne sais pas si votre modestie va en souffrir, mais enfin il faut quand même relater les grandes étapes de votre fonction de magistrate. Que vous avez commencé à Lyon comme juge d'instruction, comme juge de l'application des peines. Vous avez été secrétaire général de la présidence et puis chef de la prévention à la délinquance. Ensuite, vous êtes allé à la chancellerie. Vous avez été conseiller technique de Marie-Lise Lebranchu, qui était garde des Sceaux, ministre de la Justice. Puis vous avez repris des fonctions juridictionnelles. Vous avez été à nouveau, peut-être comme un retour aux sources, vice-président d'instruction à Amiens. Et puis JLD à Pontoise. Et enfin, vous avez présidé différentes cours d'assises, celles de Versailles, Nanterre, Pontoise, Chartres aussi, j'ai vu. Voilà. Donc, vous êtes vraiment légitime
à venir nous entretenir ce soir de notre sujet, mais c'est pas tout, parce que vous avez aussi milité dans la vie associative, notamment dans des associations d'aide aux détenus, aux toxicomanes, aux réfugiés. Vous avez même fondé une association en 2002, vous avez présidé pendant une douzaine d'années, Association Femmes de Liberté. Et puis ce qui nous amène à votre intervention d'aujourd'hui, évidemment, c'est cette fonction, cette mission qui vous a été confiée en tant que haute fonctionnaire à l'égalité des hommes et des femmes au ministère de la Justice, qui consistait en plusieurs choses, notamment à améliorer l'accès des femmes aux plus hautes fonctions, ce qui est en voie de l'être, en tout cas dans le milieu judiciaire. Alors vous savez que dans le cadre du Festival Justice et Cinéma qu'on anime, nous avions fait venir la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, Madame Jolicos, que vous connaissez bien sûr, et qui nous disait que la parité est presque rétablie pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires. Mais que par contre, il y avait un gros effort pour les femmes premières présidentes, puisqu'on était loin d'obtenir la parité. Je crois qu'on est à 1 tiers, 2 tiers, hein, c'est ça à peu près. Hein. Et que donc, bon, c'est déjà bien. On a tous en mémoire la photo des premiers présidents de la Cour d'appel que Alain Perfit, à l'époque garde des Sceaux, avait réunis, et on voit une toute petite femme, par la taille, mais brillante, étincelante, qui était Madame Schall, qui était la première présidente des cours d'appel, et c'est vrai qu'elle disparaît complètement devant cet aéropage d'hommes premiers présidents de cours d'appel. Il y a quand même eu, depuis cette date, beaucoup d'améliorations. Et puis, dans cette mission qui vous a été confiée, il fallait aussi réfléchir sur une plus grande féminisation des titres, des grades, des fonctions, améliorer la mixité des métiers de justice et renforcer l'attractivité du métier de juge pour les hommes, car en fait vous êtes délégué à l'égalité des hommes et des femmes, il ne faut pas oublier les hommes. Et pourquoi je le dis, c'est parce qu'on s'aperçoit que 79% de femmes étaient inscrites au concours de la magistrature, que 78% de femmes étaient inscrites au concours de l'école des greffes, que 72% des femmes étaient inscrites dans les écoles du barreau, et que donc, oui, il y a une grosse réflexion à faire pour rendre ces professions judiciaires plus attractives pour les hommes. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où ont-ils disparu? Mais encore, et surtout, dans le cadre de cette mission est venu s'ajouter, alors c'est vraiment, là on va arriver au sujet qui nous intéresse, la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes que le président de la République avait déclaré en 1917 comme grande cause nationale. Et à ce titre, Madame Belloubet, vous avez demandé de mettre en œuvre et de coordonner un plan d'action de lutte contre les violences dans le cadre du Grenelle des violences qui était organisé de septembre à novembre 2019. Et à la suite duquel, de ce Grenelle-là, des violences, un certain nombre de mesures ont été prises, comme quoi, malgré tout, ça a servi à quelque chose d'important. Alors ces mesures, on va les passer rapidement, mais je sais que vous allez les aborder. Ce sont évidemment des mesures d'accompagnement de ces femmes qui se plaignent, qui sont victimes de violences, de suivi des auteurs, de création d'une filière d'urgence pour traiter ces violences au sein des tribunaux, pour éviter qu'il y ait un trop laps de temps ou un temps trop long qui s'écoule entre les premiers signalements, les premières plaintes et puis la prise en charge judiciaire. Mais ce sont aussi, et je ne fais que les citer, vous en parlerez, c'est la création d'un guide pratique de l'ordonnance de protection qui permet, qui facilite l'éviction, l'éloignement des conjoints ou des compagnons violents. C'est aussi le bracelet, pourquoi je parle du balai? Le bracelet anti-rapprochement, qui est un contrôle télématique qui garantit une protection efficace contre les victimes de violences. Et c'est quelque chose dont vous vous êtes inspiré sur un exemple espagnol. Parce que en Espagne, ils avaient développé ce bracelet anti-rapprochement il y a très longtemps et on s'était aperçu qu'il était extrêmement efficace. Et comme quoi, les violences conjugales ne sont pas spécifiques à la France, évidemment, il y en a dans tous les pays, et je ne parle pas des féminicides, puisque
Entre l'Asie, l'Afrique et surtout l'Amérique du Sud, on atteint des chiffres qui sont effrayants. Et puis, il y a aussi le téléphone grave danger qui a été mis en place, qui est un outil extrêmement performant aussi. Et j'ai vu d'ailleurs dans la carte, je crois que c'est dans votre rapport que vous avez déposé là au mois d'août, là oui, où il y a pas mal d'annexes et de graphiques. J'ai vu que ce téléphone grave danger en a été distribué 29 à La Rochelle. 35, vous l'avez dit. Ah, 35 Ah bah il y en a eu encore plus. Et c'est quelque chose d'important parce que quand on regarde la carte avec la distribution de ces téléphones grave danger, on s'aperçoit que La Rochelle est en pointe, mis à part les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, mais je veux dire qu'il y a des villes qui sont bien plus importantes que La Rochelle et qui en sont dotées de beaucoup moins. Alors non pas qu'il y ait plus de violence conjugale à La Rochelle, mais je crois en réalité qu'il y a à La Rochelle une prise effective et très forte en charge du problème des violences conjugales et intrafamiliales, ce qui explique peut-être aussi ce grand nombre de téléphones grave danger, qui est donc un outil efficace pour lutter contre ces violences. Et puis, quand le drame arrive, malheureusement, quand le féminicide arrive, il n'y en a pas énormément à La Rochelle, mais il y en avait 80, je crois, au 1er septembre, c'est le premier chiffre que j'ai... Non, pas La Rochelle, en France, évidemment. C'est le premier chiffre que j'ai retenu, 80. Bon, c'est moins qu'en 2019. 2019, on avait dépassé des records, il y en a eu 146 de mémoire, ce qui était une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente, ce qui était énorme. Donc il y en a eu un peu moins, ce qui a fait dire à notre ministre garde des Sceaux que c'est pas un succès, il y en aurait qu'un, ce serait déjà un échec, mais que par rapport à l'année précédente, c'était une petite lueur d'espoir, avait-il dit. Voilà, donc c'est un immense chantier que celui-ci, de lutter contre les violences autour de 3 axes, prévenir, protéger, punir. Punir, c'est important parce qu'il faut assurer le suivi renforcé post-sententiel des compagnons ou des conjoints violents. Pour prévenir la récidive, donc il faut parler aussi de la prison. Est-ce que la prison est la meilleure des solutions? Je crois que vous n'y êtes pas très favorable. Il y a d'autres mesures. Et puis je crois que c'est un chantier qui nécessite la présence de tous les intervenants. Avocats, juges, médecins, psychologues, associations. Et je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors selon préambule, pour vous laisser maintenant, Madame Rome, la parole, et pour vous poser une question, une seule, mais qui appellera évidemment de multiples réponses. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci, monsieur Bâtonnier. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut ça. Voilà. Merci, monsieur Bâtonnier, Madame la professeure, et merci à la Société rochelaise du droit, et bravo pour votre initiative de rapprochement de ces milieux, je trouve, des professionnels et d'universités. Je pense que c'est vraiment important, et comme j'ai déjà pu le dire, je trouve que c'est important que quand on met en œuvre des nouvelles politiques aussi, on soit accompagné des universitaires, de la recherche, pour avoir du recul et ne pas céder peut-être parfois certaines pressions médiatiques, politiques. Et je pense que cette alliance de l'université et des professionnels du droit et de la justice me paraît tout à fait utile. Donc bravo, et je suis très heureuse d'inaugurer finalement ces conférences que vous organisez. Alors je vais vous parler donc de ce Grenelle des violences conjugales et de l'esprit qui l'a animé, des mesures qui en sont issues, du suivi qui en est fait, et j'en assure la coordination. Puis je terminerai peut-être en ouvrant un petit peu sur des perspectives et aussi un peu des perspectives sociétales, j'allais dire, en termes d'éducation, de prévention, ça me semble aussi important. Alors donc effectivement, moi je vous parle un peu à double titre, c'est-à-dire à la fois
comme cette haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, donc chargée de coordonner le plan de lutte gouvernementale de lutte contre les violences faites aux femmes au sein du ministère de la Justice, et donc à ce titre pilote du groupe de travail Justice, donc dans le cadre du Grenelle, mais que j'ai souhaité maintenir, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, le rideau n'est pas tombé le 25 novembre 2019, le jour de la fin du Grenelle. Les groupes de travail fonctionnent toujours. En fait, il y a un groupe de travail plutôt sur la protection des victimes et un groupe de travail plutôt sur le suivi des auteurs. Voilà. Et puis mon autre casquette, mais qui est pour moi très importante, c'est mon expérience de juge pénaliste et notamment de présidente de cour d'assises. C'est-à-dire que j'ai vu le pire, j'ai jugé le pire, et je suis très imprégnée de cette expérience de présidente de cour d'assises. Je pense toujours à ces femmes que j'ai pu rencontrer comme victimes lorsqu'elles étaient encore là, qu'elles soient suite à des tentatives d'homicide, suite à des viols multiples parfois au sein du couple. Et puis, je pense aussi à toutes celles que je n'ai vues que sur photo. Vous voyez, quand c'est trop tard et qu'on juge les assassins, eh bien, vous avez les familles qui apportent des photos aux assises. Et sur ces photos, ces femmes, elles sont toujours rayonnantes, ou parfois même ce sont des photos d'adolescentes. Voilà. Et c'était un des moments pour moi qui était le plus émouvant du procès, c'était de voir ces photos-là. Et je pense que c'est en pensant à toutes ces femmes aussi que je mène ce combat aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous dire ça préalablement. Alors, peut-être sur l'esprit du Grenelle, pourquoi ce Grenelle des violences conjugales? Vous avez tout à l'heure rappelé Séverine, la journaliste Séverine, donc de la fin du 19e, qui déjà s'intéressait à ces violences conjugales. Elle disait on les appelle pudiquement violences conjugales, mais en fait ce sont des violences de proprio. Parce qu'elle considérait que c'était des violences commises par le conjoint qui se positionnait finalement en domination par rapport à sa conjointe et comme propriétaire finalement de son épouse et même de ses enfants d'ailleurs. Voilà. Et donc elle reliait vraiment ces violences à cette notion finalement de patriarcat, puisque il faut attendre 1970 pour que dans notre société on change de paradigme et de modèle finalement familial, puisque jusqu'en 1970 on parle de la puissance paternelle, et en 1970 on parle, c'est l'instauration de l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire un partage de l'autorité entre les deux conjoints sur les enfants, et on peut dire à égalité. Et c'est vrai qu'on ne parle pas forcément beaucoup de cette loi de 70, notamment quand on parle des avancées des droits des femmes, sur toute la seconde moitié du XXe siècle, mais je pense que c'est un tournant, parce que ça marque, en tout cas dans les textes, même si dans les mœurs c'est peut-être pas toujours aussi simple, en tout cas dans les textes, ça marque vraiment un changement d'approche du modèle familial. Et donc, déjà, vous voyez, donc à la fin du 19e siècle, on avait ces journalistes, des députés comme Louise Michel aussi qui s'intéressaient à ce sujet. Et puis là, vraiment, depuis quelques années, une montée en puissance. C'est-à-dire qu'une mobilisation citoyenne, des manifestations lors de chaque 25 novembre, qui est donc la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes, des tribunes, la tribune notamment de Muriel Robin, justement peu de temps avant le Grenelle, suite au procès de Madame Sauvage, une mobilisation citoyenne et aussi une interpellation des pouvoirs publics, une interpellation de la police, une interpellation de la justice, une interpellation de la classe politique, de concitoyens, c'est que fait-nous? Et puis, face à cela, à un moment donné, une volonté politique forte, le chef de l'État
qui déclare donc l'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat donc en 2017, et l'organisation donc du Grenelle des violences conjugales dans le gouvernement donc fin 2019. Donc une prise de conscience massive sur le plan, enfin une prise de conscience sociétale, j'allais dire massive, une volonté politique. Et tout cela va donner donc lieu à de nouvelles lois et aussi à une remise en cause, à une amélioration des pratiques, des procédures. Je vous parle un petit peu de l'esprit Grenelle, parce que je pense qu'il y a deux, trois choses qui me semblent importantes de rappeler. D'abord, il me semble que cela marque aussi un tournant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce combat dans la lutte contre la violence faite aux femmes n'est plus seulement un combat féministe, n'est plus seulement un combat mené par des femmes. Ça devient vraiment un combat, une question de société. Et donc ça, je pense que c'est le premier élément important qui me paraît utile de rappeler. Deuxième chose, deuxième enseignement, c'est que ces violences commises au sein du couple ou au sein de la famille intrafamiliale ne sont pas des affaires privées. Et ça, c'est aussi une prise de conscience, parce que pendant longtemps, on a considéré que ce qui se passait, une fois la porte de la cuisine, j'emploie souvent cette expression, refermée, ne nous regardait pas vraiment. Voilà, hein, et on avait tendance à dire, notamment s'agissant des violences conjugales, ah ben c'est des histoires de couple, voilà, elle sait pas ce qu'elle veut, bon voilà. Et on avait tendance à se contenter de ce huis clos qui ne nous regardait pas. Et finalement, quand on voit le nombre d'homicides conjugaux qui, depuis 2006, n'a jamais été vraiment en dessous de 120, même si l'année dernière, comme vous l'avez rappelé, il y avait une petite lueur d'espoir, puisque pour la première fois, on était un petit peu en deçà, hein, on avait 102 femmes qui avaient été tuées donc en 2020. Quand on regarde sur 10 ans, on se rend compte que ça fait quand même beaucoup hein, de femmes tuées comme ça au sein du couple. Hein, ça peut faire 1200 femmes. Vous voyez, donc quand on s'arrête à cela, on se rend compte que c'est un véritable fléau de société et qu'il faut mettre les moyens, et qu'il faut une véritable politique qui nous concerne tous, et que ces affaires-là, justement, ne sont pas des affaires privées. Donc ça, je voulais le rappeler. Ensuite, deux points qui me semblent importants parce qu'ils permettent de comprendre l'ensemble des mesures qui sont issues de ce Grenelle. Et c'est important d'ailleurs d'en parler ici, qui est l'université, qui est la faculté, donc un lieu du savoir. C'est que je pense qu'on doit beaucoup à l'apport des sciences humaines, justement, pour la meilleure prise en compte de ces violences intrafamiliales. Sur deux points. Le premier, c'est la compréhension du phénomène d'emprise. Voilà. C'est un terme, vous voyez, moi j'ai 30 ans, un peu plus de 30 ans d'ancienneté dans la magistrature, et vous avez rappelé au pénal, etc. C'est un terme qui est encore... alors, chez les psy, oui, il est employé, mais dans notre milieu judiciaire, il y a encore 6 ou 7 ans, franchement, moi, vous m'auriez demandé il y a 7 ans ce que c'est que l'emprise, je n'aurais pas su vous répondre. Hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a eu une accélération, et que c'est grâce aux sciences humaines, justement, qu'on a compris ce que c'était. Alors, j'en dis quelques mots. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai cette expérience de présidente de cour d'assises, et je peux vous dire que si je me permets de parler de l'emprise, c'est parce que j'ai pu déceler ce que c'était à travers les procès que j'ai eu à juger, justement, que ce soit des viols conjugaux ou des homicides au sein du couple. Et on peut dire que malheureusement, c'est un scénario presque toujours le même qui se reproduit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un couple qui se forme et en général, ça va très vite. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent, la plupart des violences commises au sein du couple commencent assez vite après la formation du couple. Voilà. Très vite,
vous allez avoir un phénomène qui va se mettre en place justement dans lequel, alors permettez-moi de dire le conjoint, parce que même s'il y a dans les deux sens, voilà, il faut plus de 80% quand même des victimes sont des femmes, c'est pour ça que je m'autorise quand même à dire plutôt le conjoint. Ce mécanisme dans lequel le conjoint va vraiment enfermer l'autre dans sa domination. Alors ça va commencer souvent par un isolement, un processus d'isolement, c'est-à-dire, et c'est insidieux, c'est petit à petit isoler l'autre de sa famille, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément lui interdire d'aller voir sa mère, son père, etc. Mais par exemple, il va être toujours à côté d'elle quand elle va téléphoner à sa mère, à sa sœur, ce qui fait que au bout d'un moment, elle se dira non, je ne peux plus, quoi. Voilà. Ou alors il va guetter toutes les conversations, pour elle ça va devenir insupportable. Ça va être pareil ensuite avec ses amis, donc la couper de ses amis, l'isoler, ne plus sortir boire un verre éventuellement avec ses copines. Bon. Et puis ça peut être, ça je l'ai vu aussi, et avec des femmes qui avaient des bons jobs, lui faire quitter son travail, en disant mais t'as pas besoin de travailler, on a assez pour vivre, ou j'en ai vu un cas aussi, il m'a dit je vais monter ma petite société, comme ça tu travailleras avec moi, il n'a jamais monté sa société, mais après il l'a tué, bon, voilà. Voilà, cet isolement, tout cela ça va aussi avec des humiliations, des valorisations, c'est-à-dire que elle est nulle, elle est moche, elle fait jamais ce qu'il faut, elle fait mal la cuisine, enfin bon, et puis tout est prétexte à, je vais dire, à insultes, injures, dévalorisation. Ensuite, vous avez aussi les menaces. Les menaces, ça peut être je vais te tuer, et là j'insiste beaucoup sur les menaces chaque fois que j'interviens parce que c'est tellement frappant, et ça je l'ai vu au moins à 3 reprises, c'est-à-dire que quand il y a comme ça un conjoint qui fait des menaces très précises, c'est très dangereux, et ça je le dis toujours aux professionnels, parce que attention, si on vous rapporte des menaces circonstanciées, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est dangereux de dire je vais te tuer, mais si il dit je vais prendre un bidon d'essence et te brûler, s'il dit je vais te découper en petits morceaux et te mettre dans le coffre de la voiture, ça c'est extrêmement dangereux. Et si je vous donne ces 2 exemples, c'est parce que je les ai vus, et l'histoire du bidon d'essence, il a mis sa menace à exécution 2 ans après. Voilà. Et quand on reprenait la procédure, les PV, etc., on se rendait compte qu'il lui avait dit ça 2 ans plus tôt. Donc, isolement, dévalorisation, humiliation, menace, ce harcèlement, harcèlement aussi, ça peut être aussi des SMS à longueur de journée, tu es où, tu fais quoi, machin, voilà, il faut que tu rentres. Je vous passe tous les termes d'insultes, voyez, parce qu'une jalousie, bien sûr, maladive aussi, excessive. Et puis, il peut y avoir violence physique, mais j'insiste aussi sur le fait qu'on peut avoir un passage à l'acte criminel et meurtrier sans que même parfois il y ait eu des violences physiques, uniquement des violences psychologiques. C'est pourquoi les violences psychologiques sont extrêmement dangereuses et qu'il faut les prendre très au sérieux. D'ailleurs, le code pénal ne distingue pas, c'est-à-dire qu'il évoque seulement les violences volontaires. Et alors c'est sûr que c'est plus difficile à prouver, que les violences psychologiques sont plus difficiles à prouver que les violences physiques. C'est plus difficile de prouver un harcèlement que de prouver un bleu ou une griffure, etc. Et c'est pourquoi il est important justement de bien sensibiliser tous les intervenants, que ce soit les policiers, les avocats, les travailleurs sociaux, les magistrats, à tout ce phénomène d'emprise pour qu'ils puissent justement décoder tous ces symptômes, et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui constitue comme un faisceau d'indices. Voilà, c'est-à-dire que quand vous retrouvez isolement, menaces, harcèlement, voilà, on a des violences psychologiques. Voilà. Et donc, cette prise cette reconnaissance de ce phénomène d'emprise, ça a donné lieu à l'introduction de ce terme dans la loi,
Donc au pénal, dans le code pénal, à l'article 226 14.3 du code pénal, qui est relatif au secret médical. Parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démonstration, c'est que justement quand une femme est comme ça, sous cette emprise-là, elle est tellement dévalorisée qu'elle-même, elle se convainc qu'elle est nulle, quoi. Enfin voilà, elle me disait souvent qu'elle se sentait comme des serpillères. Et quand on se sent comme une serpillière, ben c'est difficile de voler de ses propres ailes en plus, hein, ensuite, voilà. Et donc c'est pourquoi c'est si compliqué justement pour une femme victime comme ça de violence au sein du couple, de partir, et puis après, une fois qu'elle a commencé à faire le pas de partir, de continuer à progresser seule, et c'est ce qui explique, et ça j'insiste là-dessus, parce que souvent on dit qu'elles sont ambivalentes, il faut arrêter de parler d'ambivalence. Non, ce n'est pas de l'ambivalence, ça fait partie de ce processus de dépendance dans lequel l'autre les a placées. Et donc, forcément, comme elles se sentent tellement dévalorisées, c'est vrai et puis culpabilisées, souvent elles arrivent difficilement un jour à déposer plainte, et puis 3 semaines après, elles vont se dire « Ah ben non, mais je risque de l'envoyer en prison », et puis si, elles vont retirer leur plainte, ou alors justement elles vont se sentir tellement paumées qu'elles vont se dire bah, « peut-être mieux encore lui que d'être toute seule en galère ». Donc voilà, je crois qu'il faut être réaliste, et c'est ça la réalité. Donc, il faut tout de même les protéger. Et c'est là que la loi va un peu loin, notamment dans cette dérogation au secret médical donc apportée dans le code pénal. C'est que, justement, pour les aider, puisqu'elles ne veulent pas forcément dénoncer, pour les aider là-dedans, on a la loi, et ça, je veux dire, c'est le groupe de travail que j'ai piloté qui a proposé cette modification qui a été de la loi, qui a vraiment été travaillée avec le Conseil national de l'ordre des médecins, la Haute Autorité de Santé, pour les réseaux associatifs et d'autres professionnels, pour permettre donc aux médecins et aux soignants de porter des faits de violence conjugale à la connaissance du procureur de la République sans l'accord de la victime. Donc c'est en cela qu'il y a une dérogation au secret médical, si donc les médecins et les soignants estiment en conscience que la victime est en situation de danger immédiat et d'emprise. Et donc vous voyez que c'est dans ce texte-là que le mot emprise fait son apparition. Mais c'est parce que justement on considère qu'elle est tellement fragilisée qu'elle n'est pas plus à même de révéler elle-même et d'accepter que le soignant révèle pour elle. C'est pourquoi on a permis aux soignants de le faire, parce que sinon il était en violation du secret médical, et donc il y a des poursuites pour violation du secret médical. Le terme emprise va apparaître aussi, donc ça c'est parce qu'il y a eu 2 lois, la loi du 28 décembre 2019, la loi du 30 juillet 2020, et donc le terme emprise apparaît aussi dans le code civil, là pour interdire la médiation familiale, c'est-à-dire que dans le cadre d'une procédure de divorce, d'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, eh bien dorénavant la médiation est interdite, la médiation familiale est interdite. Alors que vous savez que maintenant, la médiation est un passage obligé en matière de divorce, puisqu'on demande au JAF, enfin au juge familial, d'essayer de procéder à la médiation avant. Mais là, exception. C'est-à-dire qu'on considère que quand il y a violence, et là, le texte est même assez large, puisqu'il prévoit que quand il y a des violences alléguées, des violences intrafamiliales, d'ailleurs, le terme c'est violence intrafamiliale alléguée, eh bien, il ne peut pas y avoir de médiation familiale. De la même façon, alors là, le terme d'emprise n'apparaît pas, mais on voit bien pourquoi ce texte apparaît, c'est l'interdiction de la médiation pénale à titre d'alternative aux poursuites. C'est-à-dire que, en clair, ça veut dire que quand il y a violence conjugale, pas de transaction possible. Pourquoi? Parce que quand il y a justement violence intrafamiliale ou violence conjugale, cela signifie qu'il y a domination d'une partie sur l'autre, et que s'il y a domination d'une partie sur l'autre, il n'y a pas une égalité des armes. Et donc, s'il n'y a pas une égalité entre les parties, la médiation, elle n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir de médiation valable si les 2 parties en présence ne sont pas dans un rapport égalitaire. C'est pourquoi
la médiation familiale a été interdite dans le cadre des affaires familiales, enfin, voilà, et cette médiation pénale interdite comme alternative aux poursuites. Et d'ailleurs, ça va aussi dans l'esprit de la Convention, du coup ça me permet aussi de dire quelques mots de ce texte important de la Convention du Conseil de l'Europe, qu'on appelle la Convention d'Istanbul, hein, qui a été adoptée à l'ONU en 2011 et qui a été ratifiée par la France en 2014, sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. J'y reviendrai peut-être je reviendrai quelques mots à la fin de mon propos. Mais cette convention, elle prohibe justement tout ce qui est médiation en cas de violence. Donc, vous voyez l'impact de cette reconnaissance de ce phénomène d'emprise. On retrouve aussi cette inspiration dans l'introduction d'une circonstance aggravante au délit de harcèlement moral au sein du couple. C'est-à-dire que jusqu'à présent existait un délit, le délit de harcèlement moral au sein du couple, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir un comportement, alors dans le harcèlement il y a toujours une notion de répétition, hein, de comportement répété à l'égard de son conjoint, de sa conjointe, qui altère les conditions de vie quotidienne. Et donc, jusqu'à présent, le texte prévoyait des incriminations, une répression différente selon qu'il y avait une incapacité de plus ou moins de 8 jours. Et là, la circonstance aggravante, c'est que dorénavant, ce délit est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement moral a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. C'est ce qu'on appelle, en langage un peu familier, la répression du suicide forcé. Voilà. Et ça, on voit bien que c'est justement aussi la prise en compte de ce phénomène de violence psychologique, c'est-à-dire que la vie de la victime est tellement dégradée qu'elle ne peut plus la supporter. Donc, voilà, je voulais vous faire ce petit aperçu législatif qui prend en compte ce phénomène d'emprise, qui est finalement une prise en compte assez récente. L'autre point important issu du Grenelle des violences conjugales, et c'est aussi l'apport des sciences humaines, de tout ce qu'ont pu nous dire les psychologues par rapport à cela, c'est aussi la prise de conscience de l'impact dévastateur des violences au sein du couple sur les enfants. Voilà. Et c'est aussi la remise en cause de certains principes avec lesquels on a été, j'allais dire, élevé presque en tant que professionnel du droit et de la justice. C'est-à-dire que pendant des années, moi je me souviens, un peu ça, hein, on nous disait qu'il faut à tout prix toujours sauvegarder le lien du père et de l'enfant, et c'est pas parce qu'il y a des violences au sein du couple qu'il y a violence sur les enfants. Un conjoint violent n'est pas forcément un mauvais père, etc. Tout ça, on nous l'a dit quand même pendant des années. Voilà. Alors, premièrement, quand on regarde aussi les chiffres, on voit que par exemple, de toute façon les chiffres sont toujours à peu près les mêmes. En 2019, il y a 25 enfants quand même qui sont morts dans le cadre de violences au sein du couple. Donc là, c'est vraiment victime directe. Et puis, et c'est ce que je dis, c'est toujours cet apport des sciences humaines, les psychologues qui ont l'habitude justement de rencontrer des enfants, ou des ados, ou des adultes ensuite, disent que un enfant exposé aux violences au sein du couple est autant traumatisé que s'il était témoin de scènes de guerre. Voilà. Donc, en fait, c'est un traumatisme extrêmement grave que subit l'enfant. Donc, quand on fait subir un tel traumatisme à un enfant, est-ce qu'on peut toujours affirmer que le conjoint violent est un bon père? Voilà. En tout cas, ça questionne. Voilà. Il ne faut pas prendre pour argent comptant le fait qu'il peut être un bon père. Il faut questionner l'exercice de son autorité parentale, il faut questionner sa parentalité, il faut questionner le maintien du lien avec l'enfant.
Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est apparu lors de ce Grenelle. Alors, il y a déjà quelques dispositions légales qui en sont issues. Par exemple, la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite pour homicide volontaire, en cas de poursuite d'un conjoint pour homicide volontaire sur l'autre parent ou pour tentative d'homicide volontaire sur l'autre parent. Et ça, ça paraît tellement évident et j'allais dire c'est une mesure là que c'est pareil que notre groupe de travail a proposé suite à des échanges avec des familles de victimes. Moi je me souviens d'un papa dont la fille avait été assassinée par son conjoint et les grands-parents avaient recueilli les petits-enfants qui avaient 3 ans et 5 ans. Et sauf que, en fait, 3 semaines après le meurtre, il fallait qu'ils aillent à la prison pour demander l'accord du père pour emmener les enfants consulter un psychologue. Enfin, c'est assez inhumain. Hein. Donc, je pense que cette mesure, elle était nécessaire. Il y a aussi des mesures qui vont étendre les pouvoirs du juge pénal, du juge correctionnel, en matière justement de droit, de visite et d'hébergement, d'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'ils vont lui permettre de statuer là-dessus, alors que ce n'est pas vraiment dans sa sphère de compétence. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra un certain temps pour que les juridictions s'approprient cela. Et ce qui veut dire aussi, s'il y a des avocats ici, je pense que c'est important peut-être de le rappeler, ça veut dire que pour que le juge pénal puisse statuer sur éventuellement une suspension de l'exercice de l'autorité parentale ou une suspension du droit de visite et d'hébergement, si on estime qu'il peut y avoir danger pour l'enfant et pour la mère, il faut lui apporter des éléments dans ce sens-là. Hein. Ça veut dire des éléments, des attestations, des certificats médicaux éventuels, mais il faut qu'il y ait des éléments. Il faut penser aussi à demander qu'il soit statué là-dessus. De même, un procureur aussi peut apporter les éléments au tribunal. Mais je pense que petit à petit, c'est une mesure qui trouvera toute sa place, mais qui mettra un petit peu de temps parce qu'on voit que ce sujet comme ça des violences au sein du couple fait un peu exploser, vous voyez, les barrières. Et là, je vais arriver à l'ordonnance de protection qui est une mesure civile, où on va voir aussi qu'il y a un peu un mélange. C'est-à-dire que là, je viens de vous dire qu'on va demander au juge pénal de statuer sur du civil. Et là, je vais vous parler d'ordonnance de protection, et là, on va demander au JAF de prononcer un certain nombre de mesures de contrainte qui vont s'apparenter au pénal. Voilà. Alors donc du coup, j'en arrive à l'ordonnance de protection, puisque là aussi, pour protéger mieux les enfants, eh bien, si le juge aux affaires familiales prononce une interdiction d'entrer en contact entre donc le défendeur et la demanderesse et parfois donc avec les enfants, et bien maintenant le principe c'est que dans ces cas-là, il doit systématiquement ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre. Ça c'est le principe. Et s'il ne le souhaite pas, il doit motiver de manière expresse pourquoi justement il ne souhaite pas, enfin il n'ordonne pas ce droit de visite donc, dans un espace de rencontre. Donc, voilà, ces mesures, vous voyez, sont inspirées par ces prises de conscience, et ça me semble important de vous faire partager ça. Maintenant, je vais aller davantage sur les mesures plus concrètes et donc de l'action de la justice autour des 3 axes que vous avez un peu rappelé, M. le bâtonnier. C'est proaction, c'est-à-dire agir vite, le danger n'attend pas, protection, probation. Donc, proaction, c'est d'abord, j'y reviens, le délai, le raccourcissement des délais
en matière d'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, vous savez, c'est une mesure civile que peut prendre un juge aux affaires familiales et qui va permettre donc une protection en général. Enfin, c'est même en général, c'est même toujours l'éviction du conjoint du domicile conjugal, une interdiction d'entrer en contact, et puis l'organisation de la résidence, du droit de visite et d'hébergement, la fixation éventuelle d'une pension alimentaire. Voilà. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs j'insiste un peu parce que c'est une mesure qui a mis longtemps à monter en puissance, qui commence un peu à monter en puissance, mais voilà, je pense qu'on pourra encore progresser. C'est une mesure qui est intéressante parce qu'elle permet cette protection et maintenant elle doit être rendue dans les 6 jours. C'est donc l'apport de la loi du 28 décembre 2019. Donc on voit que c'est une mesure d'urgence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet l'organisation justement de la vie familiale, ce que ne permet pas le pénal. C'est-à-dire que si vous déposez plainte, il y a l'enquête qui va être diligentée, éventuellement un contrôle judiciaire prononcé, mais il n'y aura pas du tout d'organisation de la vie familiale. Donc ça, c'est important. Voilà. Alors bien sûr, ça dépend des cas, des faits, etc. Mais je pense que c'est important de bien avoir ce réflexe ordonnance de protection parce que justement, ce mécanisme permet la protection de la famille. Donc, raccourcissement des délais. Avec aussi des simplifications procédurales, c'est-à-dire que par exemple, si une ordonnance de protection est rejetée, eh bien dorénavant, il peut y avoir, comment on appelle ça, une passerelle, c'est-à-dire que la défendresse n'a pas besoin de faire une requête en divorce. Automatiquement, s'il y a un rejet d'ordonnance de protection, le dossier sera orienté sur le fond pour le divorce. Quand je disais que le juge aux affaires familiales se voyait aussi attribuer des compétences un peu nouvelles, c'est par exemple la possibilité d'ordonner des stages de responsabilisation. Et ça, c'est quand même nouveau qu'un juge aux affaires familiales puisse ordonner des stages de responsabilisation. Et puis, prononcer l'interdiction de paraître dans certains lieux, et aussi la possibilité d'attribuer un bracelet anti-rapprochement. Alors je reviendrai sur le bracelet anti-rapprochement un petit peu plus tard, mais simplement pour dire que le bracelet anti-rapprochement peut être attribué dans ce cas de civil, mais là, justement, comme c'est une mesure quand même contraignante d'un bracelet anti-rapprochement, eh bien, comme on est au civil, le législateur demande l'accord, enfin, demande qu'il soit recueilli l'accord du défendeur, parce que sinon ça serait inconstitutionnel de prononcer une telle mesure de contrainte dans un cadre civil, puisqu'on est. Voilà. Donc, et c'est pour ça, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles, je reviendrai après un peu sur les chiffres du bracelet anti-rapprochement, on a très très peu pour l'instant de mesures d'ordonnance de protection qui ordonnent un bracelet anti-rapprochement parce que c'est peut-être trop compliqué. Enfin, et puis quand l'accord est demandé, l'intéressé ne le donne pas. Alors bien sûr que dans ces cas-là, le juge aux affaires familiales renvoie au procureur qui décide de ce qu'il pourra faire et qui peut à ce moment-là déclencher des poursuites, une enquête, etc. Enfin, voilà. J'ai combien de temps là? J'ai un peu de temps? Oui, ça va. Voilà, d'accord, voilà. Oui, voilà. Donc dans la proaction, vous avez mentionné les filières de l'urgence. Hein. Donc les filières de l'urgence, c'est la mise en place de circuits courts dans les tribunaux justement pour traiter plus vite toutes ces violences intrafamiliales et de manière spécifique. Donc il y a le raccourcissement des délais d'ordonnance de protection en fait partie, mais c'est aussi par exemple la mise en place de permanence d'avocats, notamment dans le cadre des conventions locales d'aide juridique, la mise en place de permanences spécifiques, ordonnance de protection par exemple, et puis de plus en plus aussi on a des avocats spécialisés maintenant dans les différents barreaux, et ça c'est vraiment une bonne chose parce que je pense que plus on aura des professionnels spécialisés
sur ce sujet, la loi passera à côté, je vais dire, du danger. Hein. Donc avocats formés, spécialisés, magistrats formés, spécialisés, policiers formés, spécialisés, travailleurs sociaux. Voilà, je pense que c'est très important dans ce domaine d'avoir des professionnels bien formés. Et d'ailleurs, là, nous sommes en train de faire un examen de l'activité de tous les tribunaux à travers l'examen des rapports annuels du ministère public pour détecter où on peut considérer qu'il y a des filières de l'urgence, et on se base sur 4 thématiques qui sont la manière de traiter la plainte, par exemple, est-ce qu'il y a un dépôt de plainte à l'hôpital, des choses comme ça, traitement de la plainte. Ensuite, l'audience, est-ce qu'il y a des audiences dédiées, par exemple, le suivi des auteurs, et puis aussi tout ce qui est instance de coordination, de concertation, de projet de juridiction. Voilà. Et c'est quand on a des réponses à ces 4 thématiques qu'on considère qu'il y a une filière de l'urgence. Protection, c'est surtout, j'en ai déjà parlé, mais je parlerai le renforcement des outils existants comme le téléphone grave danger, hein, qui est ce téléphone qui est remis aux victimes avec une touche spéciale qu'elle peut actionner si elle se sent en danger, avec une montée en puissance extraordinaire, puisque en début 2019, on avait 300 téléphones attribués. Aujourd'hui, on en a 1849 actifs. Plus de 2500 disponibles, et fin novembre on aura 3000 téléphones disponibles. L'instauration du bracelet anti-rapprochement, donc ce dispositif inspiré du modèle espagnol, avec qui consiste à poser donc sur la personne de l'auteur présumé un bracelet qui permet sa géolocalisation, et on attribue à la victime un petit boîtier émetteur-récepteur. Et donc, géolocalisation des deux, et le juge fixe un périmètre interdit à l'auteur. Et quand il franchit ce périmètre, eh bien, il y a un système d'alarme qui se met en place. Donc je ne vais pas tout détailler, mais alors s'il est en violation ou pas en violation, évidemment ça change, mais toujours est-il qu'il est prévenu et qu'il doit rebrousser chemin dans ces cas-là. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est un dispositif qui est lourd, qui a été lourd à mettre en place, parce qu'il suppose là aussi une bonne coordination entre les tribunaux et au sein du tribunal, le parquet, entre le parquet, le tribunal correctionnel, le JLD, le JAP, mais aussi avec bien sûr les forces de l'ordre, parce qu'il faut que ça marche, hein, voilà. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont chargés de la pose et du suivi des auteurs, et les associations d'aide aux victimes, puisqu'elles vont accompagner aussi les victimes, comme d'ailleurs avec le téléphone grave danger, et ça c'est important. Dans ces 2 dispositifs, il y a aussi un accompagnement des victimes, parce que le dispositif technique, c'est bien, mais l'accompagnement des victimes, c'est fondamental, déjà ne serait-ce que pour les aider à sortir de cette emprise, et puis aussi les aider sur le plan psychologique, voire social, etc. Donc, voilà, renforcement de ces outils. Aujourd'hui, donc il y en a 1000 disponibles en ce qui concerne les bracelets anti-rapprochement. Il y en a 1000 disponibles sur le territoire. Là, il y a 3 jours, il y en avait 515 qui étaient prononcés. 361 actifs. Je vais terminer en parlant de cette notion de probation, c'est-à-dire sur le suivi des auteurs, parce que si on veut bien protéger, si on veut éviter la récidive, il faut aussi suivre, il faut prendre en charge la violence. Voilà. Parce que si on ne prend pas en charge la violence, on aura beau prononcer des années de prison, tout ce qu'on veut, voilà, il recommencera. Et justement, aux assises, j'ai vu souvent, alors j'ai bien conscience qu'aux assises, on voit le pire, mais on voit le pire. Et que combien de fois j'ai vu des casiers judiciaires de personnes qui avaient été condamnées sur 3 ou 4 compagnes. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a un problème de violence chez ces personnes-là. Voilà. Et donc il faut la prendre en charge. Et donc c'est pourquoi nous insistons beaucoup là-dessus. Alors, il y a un certain nombre de protocoles locaux qui sont mis en place par les parquets en lien avec des associations. Et à La Rochelle, à Saintes,
il y a le dispositif AIR, un accompagnement individualisé renforcé. Nous mettons aussi en place une expérimentation sur ce sujet avec une obligation de résidence dans un lieu déterminé et une obligation de suivi renforcé. Donc il y a 2 sites expérimentaux et l'expérimentation va être élargie à 10 sites. Voilà. Il faut vraiment aussi miser sur ce 3e axe, parce que sinon, j'allais dire, le triptyque n'est pas complet. Hein, voilà. Donc, et puis la dernière chose qui est importante, c'est que c'est une mobilisation collective qui est nécessaire. La justice ne peut rien toute seule, donc c'est une mobilisation avec bien sûr tous les autres acteurs, les avocats, les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins, les psychiatres. Je reviens aussi sur cet apport aussi qui peut être apporté par la recherche-action, et puis je vous ai parlé très rapidement de l'expérimentation que nous menons sur le suivi des auteurs, qu'on appelle contrôle judiciaire avec placement probatoire. Nous travaillons avec 2 équipes de recherche, une équipe de sociologues, une équipe de juristes. Voilà, parce que je pense qu'il est important aussi aujourd'hui que quand on met en place une politique publique, eh bien, on l'accompagne immédiatement de moyens d'évaluation. Et c'est en cela aussi que je trouve le lien avec l'université est important. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas le temps, je parlerai de l'éducation pendant le débat, parce que là j'ai peut-être épuisé mon temps, donc je vais m'arrêter là, peut-être par ces 3 mots qui pour moi sont les 3 mots-clés de la lutte contre ces violences. C'est vraiment cette notion de co-responsabilité. Je pense que c'est important de tous se sentir co-responsables dans ce combat-là, quel que soit le niveau auquel on peut se placer, quel que soit nos compétences, nos positionnements social. Aussi, le terme de solidarité, je pense que ce terme de solidarité, il est rarement employé quand on parle de politique publique. Moi, j'aime bien l'employer parce que je pense qu'il a du sens quand on parle de ces violences, et en particulier après toute cette période que nous venons de traverser, on voit que tout le monde a fait des efforts pour adapter ces pratiques justement pour mieux prendre en charge tout de même ces violences, et puis celui d'unité, c'est-à-dire qu'il faut faire front commun contre ces violences. Voilà ce petit message que je voulais vous faire passer. Alors je pourrais continuer sur un autre champ, mais je m'arrête là. Voilà. Oh, merci. Et donc je suis à votre disposition pour les questions, observations. Oui, bonsoir madame. Merci encore d'être parmi nous et d'éclaircir dans ces domaines difficiles. J'enlève le masque parce que sinon accentue mon accent. Et la question est simple, peut-être un peu naïve, mais on se pose la question, tout ça c'est gravissime aujourd'hui, gravissime. Mais depuis quand ça existe, cette gravité-là, pour qu'on vienne se rendre compte qu'aujourd'hui? Depuis quand ça existe autant de féminicides? Je ne me souviens pas d'avoir entendu ça il y a 20 ans, 30 ans. Alors je pense que le phénomène est malheureusement très ancien et que c'est vraiment la prise de conscience qui est relativement récente. Hein, voilà. Donc en fait on a des premières lois, surtout il y a une dizaine d'années, j'allais dire 2010, on a une première loi, on a pris une autre loi en 2014. Bon voilà, il y a quand même des avancées législatives au cours de ces 10 dernières années, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, le Grenelle a donné un coup d'accélérateur, mais aussi parce qu'il y a cette prise de conscience de la société. Et je pense que ça montre bien aussi comment l'évolution des mœurs va influencer l'évolution de la loi, l'évolution des pratiques judiciaires. Là, je crois que c'est vraiment une illustration parfaite du
lien entre les deux. Hein, lorsque Montesquieu disait, lorsqu'on veut faire... lorsqu'on veut faire évoluer les mœurs, il ne faut pas les faire évoluer par la loi. Je ne fais plus ma citation. Enfin voilà, il disait que... comment ne modifier la loi que tu Voilà, tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est que ça peut être guidé par l'évolution des mœurs. Je ne la connaissais pas, là j'ai un petit truc. Mais là, justement, on voit bien la cohérence, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est l'évolution des mœurs, l'évolution de la prise de conscience, que les citoyens disent ras-le-bol. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, ce que je disais d'ailleurs que c'était plus un combat féministe, c'est que dans ces manifestations évoquées du 25 novembre, vous avez aussi beaucoup d'hommes, des jeunes, et notamment chez des jeunes hommes qui ont des pancartes, par exemple, je suis un homme féministe. Voilà. Et voilà, et cela, c'est en train de bouger. Et donc, et la loi donc s'adapte, et il faut aussi que les pratiques s'adaptent. Bonjour. Alors moi, ma question, ce serait, au niveau international, est-ce qu'il y a d'autres pays où on est plus en avance dans la lutte contre les féminicides? Parce que en France, en fait, vous évoquerez qu'on est très en retard. Par exemple, le droit de vote des femmes, ça date de 1944. Et donc c'est quelque chose, on a l'air d'être un pays quand même très en retard par rapport à l'égalité homme-femme. Donc je prends les pays du Nord, par exemple, la Suède, la Norvège, où ils sont un peu plus en avance que nous parce qu'ils ont beaucoup de femmes au gouvernement. Alors bon, peut-être qu'en France, je ne sais pas, il y a moins de femmes qui se présentent au gouvernement, il y a ce facteur-là aussi à prendre en compte. Mais je pense, voilà, ma question c'est, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont vraiment plus en avance et desquels on pourrait s'inspirer? Alors, bon, je pense qu'il faut éviter toujours d'être dans le France bashing, n'est-ce pas? Voilà. Je pense qu'on n'est peut-être pas dans les plus en avance, mais on a quand même pas mal progressé. Le pays qui inspire beaucoup, c'est l'Espagne, parce que c'est vrai qu'en quelques années, ils ont vraiment fait chuter le nombre du féminicide, un terme que j'emploie comme ça dans la vie quotidienne, même si je ne l'emploie pas de manière juridique, c'est plus dans le langage courant. Oui, c'est-à-dire que, mais vous voyez, ils ont commencé un peu avant nous, hein, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à peu près dans les années 2010, il y a eu un drame horrible, c'était le meurtre d'une femme qui s'appelait Ana Morantes, qui avait été brûlée justement par son conjoint, après qu'elle ait fait des révélations, elle avait été entendue à la télévision, il y avait eu un divorce, il y avait eu des violences, et pourtant le juge l'avait laissée au domicile, enfin, il y a eu vraiment un sentiment de révolte qui s'est développé, et à partir de là, tout un programme qui a été mis en place en Espagne, justement avec des juridictions spécialisées, avec ce bracelet anti-rapprochement, ils appellent ça le système Cometa, avec aussi un fichier particulier pour ce signalement, de signalement et de suivi des victimes. Bon, c'est vrai que le modèle espagnol est assez inspirant, mais après, c'est pas du tout pour dire que la France est en avance. La France, je pense qu'elle est dans la moyenne, enfin, mais il faut aussi regarder un peu ce qui se passe, voilà, parce que je sais que moi, ça m'a vraiment interpellée, et je pense que c'est vraiment un tsunami pour les droits des femmes. Regardez l'Afghanistan quand même, hein, voilà, c'est ça. Et on se dit, là, quand je dis ça, ça veut dire que, c'est pas pour dire qu'on est bon, ça veut dire, si je dis regardons cela, ça veut dire qu'il faut que nous ne, jamais, nous ne baissions la pression. Voilà, parce que je pense que ce qui est important, c'est que toutes ces avancées-là que nous sommes en train de constater, y compris en matière d'égalité, hein, j'allais dire, la deuxième moitié du XXe siècle a été une période d'émancipation pour les femmes dans notre pays, avec d'abord le droit de vote 1944, puis dans les années 60,
la possibilité d'avoir un compte, la possibilité de travailler sans l'assentiment du conjoint. Ensuite, en 1967, vous avez la contraception. En 1970, je rappelais l'autorité parentale qui se substitue à la puissance paternelle. En 1975, la dépénalisation de l'avortement, le divorce par consentement mutuel, qui est quand même un signe d'égalité, hein, voilà. Et puis ensuite, dans les années 2000, les lois sur la parité en politique, les lois sur la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc on voit qu'il y a des avancées. Néanmoins, dans la réalité, les différences de revenus subsistent. Hein, les femmes, pour un travail égal, gagnent entre 16 et 20% moins que les hommes. Et puis, voilà. Et j'en reviendrai à la Convention d'Istanbul. Est-ce qu'on pourra parler? Et bien ça, c'est d'ailleurs, ça dépasse le cadre français, hein, parce que ces chiffres-là, ils sont parfois pires d'ailleurs, mais dans d'autres pays, c'est est-ce qu'on pourra parler d'égalité réelle entre les femmes et les hommes tant que 80% des victimes d'homicides conjugaux sont des femmes, tant que 80% des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Voilà, donc je pense qu'on voit bien cette nature un peu structurelle de la violence, et ça me permet de terminer évidemment de dire ce que je n'ai pas eu le temps de dire, qui est reprise justement par la Convention d'Istanbul. C'est-à-dire que la Convention d'Istanbul, alors chez nous on a du mal à accepter ça, mais la Convention d'Istanbul, elle emploie le terme de violence de genre, c'est-à-dire qu'elle considère que les femmes sont surexposées à la violence. Là je viens de vous citer des chiffres. Par exemple, la Banque mondiale, elle indique qu'une femme sur 3 peut être exposée à la violence au cours de sa vie, dans le monde. Et elle indique aussi que les femmes entre 15 et 44 ans, dans le monde, ont un risque d'être victimes de violences conjugales ou de viol plus élevé que le risque de cancer, guerre, paludisme et réunis. Enfin, il n'y a que 4 risques extrêmement grands réunis. Donc on voit bien qu'il y a une surexposition des femmes à la violence. Et c'est pourquoi cette convention dit que cette violence, elle est de nature structurelle et qu'elle est issue des rapports historiquement inégalitaires entre les femmes et les hommes, et qu'il faut corriger justement ce rapport de domination qui subsiste tout de même si les mœurs évoluent. Voilà. Alors, et pour cela, bien sûr qu'il faut avoir des dispositifs qui vont promouvoir l'égalité, et même justement des dispositifs parfois un peu contraignants comme les lois sur la parité, mais qu'il faut aussi miser beaucoup sur l'éducation, je pense, et ça me permet de dire ça, parce que tant qu'on va continuer à peut-être à mettre dans la tête des enfants certains modèles, c'est-à-dire élever toujours les garçons traditionnellement, mais c'est encore pas mal le cas, avec des modèles de force, de virilité, et les filles toujours davantage des modèles de douceur et un peu de soumission. Eh bien, on voit bien qu'on crée aussi les conditions ensuite pour reproduire un peu un modèle de domination-soumission, et notamment au sein du couple. Et donc, c'est pourquoi je pense que c'est vraiment important que nous éduquions, j'allais dire, nos enfants à une vision plus égalitaire des rapports justement entre les sexes. Mais c'est aussi au respect de l'autre, hein, tout simplement, et à la fraternité. Et quand je dis cela, c'est pas seulement pour protéger les femmes, mais c'est vraiment aussi parce que c'est un enjeu de société, et c'est quelle société nous voulons laisser à nos enfants, et comment, voilà, est-ce que justement nous voulons une société où les filles mourront encore sous les coups de nos fils, hein. Enfin bon, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc c'est
essayer peut-être de sortir un peu de ces stéréotypes, mais pour libérer, parce que moi j'aime bien parler de liberté plutôt que de contrainte finalement, c'est si on se sort un peu de ces stéréotypes, on libère les garçons comme les filles, c'est-à-dire qu'on les libère de ces modèles finalement auxquels on veut souvent les assigner, et on leur permet, on leur ouvre le champ des possibles. Je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir le champ des possibles aux filles, aux garçons, et je pense que s'ils sont plus libres, ils seront aussi plus respectueux les uns des autres. Voilà. Alors, je dis la dame, puis après je vous... Merci Isabelle. Pour la deuxième fois, nous t'entendons. On avait déjà eu la chance de t'avoir le 3 juillet à La Rochelle. Et tu complètes exactement ce que nous avions déjà entendu le 3 juillet. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton déroulé, c'est que tu as souligné le fait que les sciences humaines aient à ce point participé à la prise de conscience du système juridique, à cette notion d'emprise, et que ça a permis cette évolution qui me paraît bien sûr tout à fait pertinente pour lutter contre les violences faites aux femmes, et dans l'optique de poursuivre cette même collaboration entre les sciences humaines et les services juridiques. Moi, je vais même un petit peu plus loin en disant qu'il faut effectivement créer une véritable synergie des acteurs concernés par cette question, notamment l'éducation nationale, qui effectivement a cette mission de former les jeunes à devenir des adultes responsables et à prendre conscience que c'est tous ensemble que nous mettrons, que nous arriverons à mettre en place cette égalité femmes-hommes dont tu as dit le 3 juillet, je m'en souviendrai, puis je le garde toujours en mémoire, que ce combat permet un avenir meilleur. Et ça, je le retiendrai, je crois, pas jusqu'à ma mort, mais encore bien longtemps. Merci infiniment, Madame la juge, de nous avoir fait partager votre combat, vos réflexions, vos actions. C'était vraiment passionnant. Alors moi, j'aurais une question un peu terre à terre. J'aimerais savoir, pendant ces périodes de confinement que nous avons vécues, est-ce qu'on a constaté des recrudescences de violences intrafamiliales, parce que tout devait être plus compliqué, bien évidemment, pour les femmes, pour aller déposer plainte, pour être protégées. Et j'ai pas lu beaucoup de choses là-dessus, et je ne sais pas s'il y a eu ou pas une recrudescence. Alors, comme je l'ai dit, paradoxalement, cette année-là est celle où il y a eu le moins d'homicides conjugaux. En revanche, il y a eu un peu plus de 30% d'intervention des services de police. Alors, ça peut être interprété de plusieurs façons. Mais c'est pour ça que je prends le soin de le dire, c'est la ligne, il y a eu moins d'homicides conjugaux. Parce que soit ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de faits, mais ça ne correspond pas forcément parce que ces interventions n'ont pas donné lieu à la même augmentation, au même taux d'augmentation du nombre de plaintes. C'est-à-dire que quand je dis plus 30% d'interventions, ça n'a pas été plus 30% de plaintes. Voilà, moins de plaintes. En revanche, je pense qu'il y en a eu, certainement n'ont pas été révélées, mais ce que je pense, c'est que les dispositifs mis en place ont plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur a donné vraiment les consignes aux forces de l'ordre d'intervenir, ce qui explique justement ce nombre croissant d'intervention des forces de l'ordre, c'est-à-dire que dès qu'ils étaient appelés, ils intervenaient. Et parfois pour des faits qui n'étaient pas forcément caractérisés, mais qui pouvaient éviter peut-être après un passage à l'acte plus violent. Donc on voit que ça marche. La justice, les tribunaux ont été fermés, sauf justement pour le traitement des violences intrafamiliales.
donc une justice aussi réactive, avec les ordonnances de protection, et puis bien sûr beaucoup de déferments avec éviction du conjoint violent. On a même mis en place en 5 jours une plateforme d'hébergement d'urgence pour les conjoints violents, c'est-à-dire que éviction du conjoint violent, oui, c'est bien, mais en période de confinement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, on a créé, donc, avec le ministère de l'égalité femmes-hommes, une plateforme d'hébergement dont la gestion avait été confiée à une association pour permettre, par exemple, à un procureur qui souhaitait prononcer une mesure d'éviction, eh bien, d'avoir une réponse et donc comme ça, il y avait des tels qui étaient possibles et afin de permettre cette éviction. Donc, éviction du conjoint violent, déferment, ordonnance de protection, et puis aussi un gros travail fait par toutes les associations d'aide aux victimes qui ont aussi adapté leurs pratiques, puisqu'en fait, il ne pouvait pas y avoir de présence physique, de rendez-vous physique. Donc, et donc c'était le 32-19, il a dû aussi s'adapter, ça n'a pas été facile, parce que les téléopératrices ne pouvaient pas se rendre au travail, donc il fallait aussi les équiper. Enfin bon, tout le monde, j'allais dire, c'est pour ça que j'aime bien employer ce terme de solidarité, parce que je trouve que tous les professionnels, les avocats ont mis aussi en place des numéros d'appel d'urgence dans certains barreaux, etc. On peut dire que globalement, il y a eu une chaîne un peu de solidarité, j'aime bien dire une solidarité inventive, qui s'est mise en place et qui peut-être, je pense, en tout cas les chiffres ne disent pas le contraire, ont évité le pire. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période plus critique parce que justement, toutes ces femmes qui ne sont pas parties au moment du confinement mais qui en ont bien marre, justement parce qu'elles ont vécu peut-être des choses difficiles, bien elles partent maintenant, ou elles partent depuis peut-être 2, 3, 4 mois. Or, on sait bien que ces périodes de rupture, de séparation, sont les périodes aussi qui sont très propices au passage à l'acte. Et d'ailleurs, là, voilà, il y aura certainement plus de meurtres commis cette année qu'en 2020, hein. Sans compter aussi ce climat aussi un peu anxiogène aussi qui règne quand même dans notre société, qui exacerbe aussi les violences, vous voyez, tous ces forcenés, tout ça. Donc, je pense qu'on est là dans une période presque plus critique parce que finalement, la période de confinement, on l'a tellement anticipé, mais on a tellement compris qu'il pouvait se passer le pire parce que justement, laisser dans un huis clos un bourreau et sa victime, je pense qu'on a très vite pris conscience que voilà, ça pouvait être extrêmement dangereux, qu'on a mis en place les dispositifs. Et là, aujourd'hui, c'est plus diffus et quelque part, c'est plus compliqué. Bonsoir. D'abord, merci pour votre présentation. J'avais une question. Vous aviez parlé des stages pour les auteurs et d'un suivi des auteurs. Peut-être que je vais paraître pessimiste, mais ne pensez-vous pas que c'est un mal en soi pour eux? Et pensez-vous qu'on arrivera un jour à trouver un remède à ces violences? Oui, alors, je pense que... Il y a différents profils de personnes et je pense qu'il faut toujours faire attention de ne pas considérer, vous voyez, que les gens sont des monstres. Enfin, moi j'ai été juge d'application des peines pendant 6 ans, voilà, donc j'ai vu aussi des profils de personnes très différentes et voilà, je pense que personne n'est irrécupérable à part les gens qui prennent perpète, enfin, qui prennent une peine de réclusion à la perpétuité. Je pense que personne n'est irrécupérable, voilà. Mais et c'est pourquoi aussi dans les groupes de travail que j'anime, nous travaillons avec le docteur Coutenceau, le docteur Denis Goyenne, qui sont des psychiatres qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et que ce soit docteur Denis Goyenne comme le docteur Coutenceau, ne mettent pas tous les auteurs dans le même... c'est pas très beau de dire ça, mais bon, font une distinction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui ont un problème avec la violence. C'est pour ça que je lui dis, il faut prendre en charge une violence, et ceux qu'on retrouve aux assises, c'est ceux qui ont justement ce problème avec la violence. Donc il faut travailler sur cette violence. Et puis il y a des personnes qui sont peut-être moins enracinées dans cette violence, qui peuvent, alors mais ça, je vais dire, un
je ne veux pas remplacer un psychiatre, hein, il en parlerait mieux, le docteur Coutenceau, mais je traduis un petit peu ce qu'il dit, que vous avez des profils de personnes qui sont par exemple des personnes immatures, qui aussi ont pu être d'ailleurs victimes dans leur enfance hein, de violences directes ou justement exposées aux violences du couple parental, et que justement que si on intervient rapidement avec une réponse judiciaire adaptée, un stage éventuellement, une obligation de soins, eh bien on peut endiguer cette violence. Donc, et puis d'ailleurs les chiffres le montrent bien, parce qu'on a plus de 70 000 procédures par an de violences conjugales, et heureusement on a quand même un nombre nettement moins élevé de faits vraiment très dramatiques. C'est bien qu'à un moment donné, on peut aussi avoir un passage à l'acte unique, et justement si la réponse adaptée est bonne, eh bien il n'y a pas de raison qu'il récidive. Et c'est vrai que les stages, moi j'ai participé, j'ai assisté à un stage à Nanterre, justement sur des conjoints violents. Pour un certain nombre, ça peut être un déclic. Et moi, je crois beaucoup à la théorie du déclic. C'est-à-dire que parfois, hop, il se passe quelque chose dans la tête et puis on ne va pas recommencer. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe souvent pour bien des délinquants. Hein. Je veux dire, vous voyez des casiers judiciaires qui à un moment s'arrêtent. Je veux dire, dans la délinquance de droit commun, on voit bien qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter. Ça va être, et ce déclic, ça peut être une rencontre, ça peut être un travail, mais ça peut être aussi une prise de conscience. Et par exemple, je sais que dans ces stages qui sont organisés, je me rappelle, c'était un stage qui était en 4 ou 5 séances, là, celui auquel j'avais assisté, eh bien, les animatrices de ce stage disaient que souvent, il y avait une interpellation, enfin une prise de conscience qui se faisait justement le jour où ils abordaient l'impact des violences sur les enfants. Parce que là, le conjoint violent se rendait compte de ce qu'il faisait vivre à ses enfants. Et si ce n'étaient pas des gens... parce qu'ils ont le droit aussi d'aimer leurs enfants quand même, et c'est possible qu'ils aiment vraiment leurs enfants, même si voilà, ils ne savent pas faire. Donc, quand ils se rendent compte de ça, pour certains, ça peut provoquer ce déclic salutaire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, j'allais dire, il faut vraiment ouvrir tout le champ de tout ce qui est possible et se donner le plus de chances possible de répondre de manière adaptée à cette délinquance, voire à cette criminalité. Mais je pense que rien n'est jamais perdu. Voilà. Sinon, on ne fait pas ce métier, de toute façon. Alors moi c'était une question sous forme de remarque. Je vais revenir au cadre international parce que je trouve que c'est toujours très très intéressant d'élargir la réflexion au niveau mondial. Alors personnellement c'est que je pense que ce combat pour l'égalité homme-femme doit se faire tant au niveau français qu'au niveau international, parce que finalement ce combat est beaucoup plus actif dans les pays les plus développés que dans les pays les moins développés, parce que c'est quelque chose, l'égalité homme-femme, qui se travaille une fois que le gouvernement a fait toutes les actions pour développer tous les autres aspects de la vie économique et sociale du pays. Et en fait, je pense qu'avant de travailler au niveau français, enfin bien sûr on travaille au niveau français le plus possible puisqu'on y est déjà, mais avant de travailler au niveau français, il faut déjà travailler à aider les pays pauvres à se moderniser, parce que c'est là qu'ils peuvent se rendre compte des éléments nouveaux qui viendraient équilibrer leur mode de vie. Parce que par exemple, je prends l'exemple de la plupart des pays africains. Donc il y en a où il y a une bonne égalité homme-femme, mais il y en a aussi où le patriarcat est toujours très développé, et c'est en partie parce qu'ils sont très pauvres et qu'ils préfèrent donc se concentrer sur leur développement économique plutôt que sur leur développement social. Donc en fait, il faudrait un équilibre au niveau international et justement pouvoir que tous les pays, par exemple à l'ONU, il y a d'autres institutions internationales, je vais prendre celle-ci parce que c'est la plus connue, que tous les pays puissent s'entendre pour instaurer des sortes de lois internationales qui s'appliqueraient à l'intérieur de chaque pays. Et évidemment, ça ne se fera pas en quelques années parce que c'est un travail de longue haleine. Hein. Vous le savez, forcément, vous en êtes rendu compte dans votre combat. Et c'est quelque chose... Alors, je ne sais absolument plus qui a dit ça,
mais il y a une personne, je crois, qui a dit qu'il faudrait 500 ans pour que l'égalité homme-femme totale soit vraiment appliquée partout dans le monde. Alors, je ne sais plus, je l'ai entendu à un moment, c'était au lycée, ça. Et je ne sais plus du tout qui a dit ça, et je ne sais pas si c'est vrai. Alors, personnellement, 500 ans, je pense que ça fait beaucoup. Ça doit être moins que ça. Mais voilà, ça va être quelque chose qui va prendre énormément de temps et qui va demander énormément de travail et d'implication de la part de tous, de chaque pays comme de chaque personne, et qui va être extrêmement difficile. Alors, ma question finalement, pour en venir à une vraie question, c'est selon vous, quels sont les points principaux à travailler, un plan d'action global en somme, pour arriver à l'égalité homme-femme, donc en France ou au niveau international? Alors, je ne vais pas vous renvoyer à mon livre, mais par exemple, je vous conseille par exemple de lire La liberté, égalité, survie, voilà, je parle un petit peu de tout ça. Non, je pense que on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas tout développer, mais je pense qu'il faut jouer sur plein d'aspects. Et je pense qu'effectivement, il y a des dispositifs à développer. Mais c'est très large, ça peut être des dispositifs sur la parité, mais aussi une meilleure organisation, et notamment là je parle aussi en tant que haute fonctionnaire du ministère de la Justice sur l'autre aspect, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça passe aussi par d'autres, peut-être une rénovation des ressources, des politiques de ressources humaines, de l'organisation du travail, mais c'est aussi le sujet, c'est aussi une politique de la petite enfance. Alors, je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut conjuguer, sur lesquelles il faut agir, justement pour parvenir à cette égalité. Et puis la lutte contre les violences en fait toujours partie. Hein, voilà, pour moi c'est indissociable. Parfois, comment dire, on a tendance à dissocier les deux, mais non, pour moi c'est intimement lié, parce que voilà, je pense que l'égalité ne peut pas avoir lieu tant qu'il y a autant de violences sur les faites aux femmes, voilà. Donc, et puis agir sur l'éducation, la prévention. Je pense qu'il faut actionner des tas de leviers simultanément. Voilà. Oui, une dernière question alors. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais aussi à mon tour vous remercier pour votre présence et toutes ces informations. J'aurais deux questions. J'aurais aimé savoir si on a des chiffres concernant la violence faite aux hommes, parce qu'on parle souvent de violence intrafamiliale. Est-ce qu'on connaît des chiffres? Est-ce que les dispositifs mis en place pour lutter contre les violences faites aux femmes sont les mêmes que pour les hommes? Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question serait, est-ce qu'il y a un suivi? Lorsqu'une femme dépose plainte et retire sa plainte, est-ce qu'il y a un accompagnement, un suivi? Est-ce qu'il y a une alerte? Parce que souvent, on se rend compte, lorsqu'on allume notre télé et qu'on entend des faits, des femmes qui décèdent sous les coups de leur conjoint, on apprend que ces femmes ont souvent porté plainte et ont retiré leur plainte. Donc est-ce qu'il y a une alerte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour accompagner peut-être ces femmes ou pour être en surveillance? Voilà, merci. Alors, sur votre première question, comme je l'ai dit, hein, les hommes sont quand même beaucoup moins victimes, donc je vous disais 80% de femmes victimes, donc vous voyez à peu près la proportion d'hommes. Après, les dispositifs, ils ne sont pas genrés, hein, je veux dire, ils s'appliquent à tous, donc quand je parle d'ordonnance de protection, ça peut être aussi bien pour un homme, pour une femme, un bracelet rapprochement, aussi bien pour un homme que pour une femme. Donc oui, ça s'applique à tous. Enfin, les dispositifs s'appliquent de manière indifférenciée aux femmes et aux hommes. Et puis, alors sur le fait de retirer la plainte, alors bien sûr que, alors d'abord vous savez que le procureur, il a ce qu'on appelle le pouvoir de l'opportunité des poursuites, donc même si la victime retire sa plainte, il peut tout de même, lui, continuer de poursuivre. Donc ça, c'est peut-être la première réponse. Et puis, justement, de plus en plus, se mettre en place des partenariats, justement, entre les parquets et les associations d'aide aux victimes, les bureaux d'aide aux victimes, justement, pour faire un suivi.
Comme je dis souvent, dès qu'une victime commence à parler, il ne faut plus la lâcher. Justement parce qu'on sait qu'elle risque d'hésiter, de renoncer. Et donc, ces associations vont essayer de la suivre, éventuellement de la relancer. Il y a même des gendarmeries, des commissariats qui le font. Voilà. Je pense que là aussi, alors pour l'instant, ce n'est pas une mesure, j'allais dire, généralisée, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est pareil, on se rend compte qu'il faut accompagner ces femmes et des dispositifs locaux se mettent en place, soit parquet, association des victimes, soit même mis en place par les services, par les forces de l'ordre qui elles-mêmes rappellent. Et notamment, je sais qu'à Paris, par exemple, pendant le confinement, les services de police rappelaient, par exemple, et dans pas mal d'endroits, ça a été le cas, justement parce qu'on savait qu'il y avait un risque peut-être plus élevé. Les forces de l'ordre rappelaient pour savoir ce qui s'était passé, rappeler une semaine après, 15 jours après. Mais écoutez, on va arrêter là. Madame, je vous remercie évidemment énormément d'abord d'être venue, ensuite d'avoir répondu à l'invitation que je vous avais lancée à Paris, vous vous souvenez, au mois de juillet, à laquelle immédiatement et spontanément vous avez donné votre accord. Et puis pour l'éclairage que vous avez apporté sur toutes ces questions. Alors pour reprendre une chanson, vous voyez, je me suis renseigné, pour reprendre une chanson de Jean Gabin que vous adorez, paraît-il, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et ça, je le sais. Alors je ne sais pas si l'égalité des hommes et des femmes sera réalisée dans 100 ans ou dans 500 ans, je ne sais pas. Tout ce qui est important, à mon avis, c'est cette extraordinaire accélération de la prise en compte de ce phénomène de la violence faite aux femmes et les violences intrafamiliales, avec la loi que vous avez rappelée de 2019, puis de 2020, puis des circulaires. Aujourd'hui encore paraît un livre du procureur de Nîmes, Éric Morel, préfacé par Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité des hommes et des femmes. Donc vous voyez, c'est ça qui est important, et cette synergie dont vous parliez, madame, tout à l'heure, je crois que c'est effectivement très important que tout le monde se relève les manches. Alors ce qui me réjouit quand même, d'après ce que je sais, c'est que à La Rochelle, le phénomène a vraiment été pris en compte, et des mesures très pratiques, très pragmatiques ont également été envisagées pour lutter contre les violences faites aux femmes, par le parquet de La Rochelle, par la juge responsable des affaires familiales pour les ordonnances de protection, etc. Et ce sont vraiment des avancées, et je crois que c'est ça qui est à prendre en compte. Et pour reprendre un livre que vous avez écrit, tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut dire que c'est un plaidoyer pour un droit à l'espoir? Je pense que oui.